Salut mes petits historiens et historiennes. Dans ce nouveau numéro, nous n'allons pas remonter le temps de plusieurs siècles, mais de quelques décennies en arrière, jusqu'en 1933. Nous allons également partir de l'autre côté du globe jusqu'en Australie. Notre protagoniste, quasiment inconnu en France et en Europe, a su faire preuve d'initiative et de courage durant la guerre du Vietnam. On lui attribue la victoire de la bataille de Long Tan qui s'est déroulée du 18 au 19 août 1966, ce qui lui a permis de rentrer dans les annales de l'armée australienne. Il est désormais âgé de 86 ans, j'ai nommé Harry Arthur Smith. Est-ce que l'année 1933 vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des noms de personnages ou des événements qui vous reviennent en tête? Pas vraiment? Bon, faisons une petite piqûre de rappel. En Allemagne, un certain Adolf Hitler arrive au pouvoir à la tête du NSDAP, les nazis quoi. S'en suivra par la suite les terribles événements que nous connaissons tous que trop bien, et qui plongera l'Europe et le reste du monde dans l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Mais sur cette note pas très joyeuse, je vous propose de partir cette fois en Australie. Notre destination, la ville de Hobart dans l'état de Tasmanie le 25 juillet 1933. Puisque c'est à cette date que notre jeune Harry voit le jour. Son père, répondons au nom de Ron, oui bon j'ai pas fait exprès que les personnages aient les mêmes noms que ceux d'Harry Potter, travaille dans une industrie de chocolat, répondons au nom de Cadbury's Chocolate. Harry grandit avec les garçons de son âge, un début d'enfance plutôt paisible et plutôt tranquille. Nous sommes le 3 septembre 1939. Harry a 6 ans et son père s'engage dans l'armée après la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre face à l'Allemagne nazie. Pour rappel, il faut savoir que l'Australie fait partie de l'Empire britannique et tous les hommes en âge de combattre doivent partir au front. Le père d'Harry rentre dans les unités blindées et doit quitter sa famille sans être sûr de revenir vivant. Un an plus tard, en 1940, la France capitule face à l'Allemagne et l'Angleterre se retrouve toute seule à affronter l'ennemi. Les États-Unis n'étant pas encore rentrés dans le conflit, décident de participer à l'effort de guerre en donnant du matériel militaire à l'Angleterre. Il faudra attendre le 5 décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, pour que les Américains rentrent dans le conflit. La guerre devient mondiale. L'Australie doit alors combattre sur deux fronts, le premier en Europe avec l'Angleterre et le deuxième dans le Pacifique avec les Américains. Tout ce conflit, Harry le voit dans les journaux et l'entend à la radio. Les batailles et les soldats, le jeune garçon se familiarise avec le monde de la guerre. En Europe, l'Allemagne finit par capituler le 8 mai 1945, mais la guerre n'est pas terminée pour autant dans le Pacifique. Il faudra attendre août 1945 après le bombardement des villes d'Hiroshima et Nagasaki pour que le Japon capitule. La guerre est terminée et Harry est âgé de 12 ans lorsque son père rentre enfin au pays. Faisant preuve d'admiration pour ce dernier, le jeune homme décide de faire carrière dans l'armée. Nous sommes à présent en 1950. Harry a 17 ans et rentre dans l'école de Hobart High School où il sera formé à être soldat. Au bout de 5 ans, soit à 22 ans, il devient sous-officier de l'école des cadets. Et ce grade, Harry l'a eu à peu de choses près. Durant sa formation, ne vous en faites pas, notre jeune soldat était un très bon élément, Harry décide de partir s'entraîner à tirer au fusil sur des lapins. Durant son entraînement improvisé, il se fait surprendre par ses officiers et le renvoie temporairement. De retour chez lui, le père d'Harry ne lui fait pas de cadeau, et justement le jeune homme en avait peur. Il dira dans sa biographie qu'il préférait recevoir les avertissements et les rappels à l'ordre du directeur et des officiers de l'école plutôt que ceux de son propre père. Autant dire qu'il fallait filer droit à la maison. Après ce petit incident, Harry rentre dans le second bataillon de l'armée australienne et doit partir au front. Bon, deuxième petite piqûre de rappel alors. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se scinde en deux. On a le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis, et le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS. Une guerre entre le capitalisme et le communisme en soi, qu'on appellera la guerre froide. Ça y est, je pense que quelques souvenirs vous reviennent. La crise de Cuba, le mur de Berlin, et bien sûr, la guerre du Vietnam. On parle de guerre froide puisque les deux nations ne se sont jamais affrontées directement, mais il y avait des tensions permanentes entre les deux pays. La guerre se terminera à la fin des années 80 et au début des années 90, avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la fin de l'URSS en 1991. C'est durant cette guerre que Harry Smith va se faire un nom au sein de l'armée. Sa première destination, la Malaisie. Ce pays d'Asie est encore à ce moment-là une colonie du Royaume-Uni qui cherche à obtenir son indépendance depuis 1948. Ce sentiment de révolte et d'indépendance s'est affirmé après la Seconde Guerre mondiale et suite à plusieurs désastres politiques, plusieurs mouvements communistes ont vu le jour et ont lancé l'insurrection contre la couronne anglaise. Mais le gouvernement britannique refusait de perdre dans un premier temps un de ses territoires et surtout de laisser gagner les idéaux communistes. C'est pourquoi pas moins de 40 000 soldats britanniques et du Commonwealth, donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont été mobilisés durant le conflit jusqu'en 1960. Le jeune Harry sera mobilisé jusqu'en 1957.
date durant laquelle la Malaisie a obtenu son indépendance, mais les troupes anglaises sont restées jusqu'en 1960. Les Anglais compteront 1443 décès dans leur rang. Pour Harry, il est temps de rentrer au pays. Voilà maintenant 7 ans que Harry est rentré de Malaisie. Mais cette longue période de repos va se terminer, puisque après une étroite collaboration avec les États-Unis, le gouvernement australien a décidé de s'engager dans la guerre du Vietnam. Dès 1964, les troupes australiennes sont déployées sur le sol vietnamien et seront rejointes par les troupes américaines dès 1965. Mais la guerre du Vietnam, c'est quoi en fait ? Eh bien, après la guerre d'Indochine qui opposait l'armée française aux forces vietnamiennes entre 1946 et 1954, le gouvernement français accepta de reconnaître l'indépendance du Vietnam durant les accords de Genève et divisa le territoire en 2 États rivaux, la République démocratique du Vietnam au nord et le Sud-Vietnam. Mais le gouvernement du Nord refusa les accords et imposa un régime communiste sur l'ensemble du territoire, ce que les Américains ne pouvaient tolérer. C'est pourquoi, dès 1955, la guerre du Vietnam débuta. Et les Américains arrivèrent sur le sol vietnamien 10 ans plus tard, suite à l'appel à l'aide du sud du Vietnam. Harry est âgé de 31 ans et devient major de la compagnie D du 6e bataillon de l'armée australienne. Pour les Américains, les Australiens sont des alliés précieux puisqu'ils leur enseignent leurs techniques de combat qu'ils ont acquises durant la guerre de Malaisie qui s'est déroulée dans la jungle. Et la jungle pour les Américains, c'est un lieu complètement inconnu. Faisons un petit bond dans le temps jusqu'en 1966. Voilà près de 2 ans que les forces américaines et australiennes combattent le Nord aux côtés des Vietnamiens du Sud. Aucun des 2 pays ne semble prendre le pas sur l'autre. Dans les pays occidentaux, la légitimité de cette guerre commence à poser question dans la presse et dans l'opinion publique. Harry est positionné avec plusieurs de ses hommes et de ses supérieurs dans la base militaire de Nui Dat, au sud du Vietnam depuis plusieurs semaines. Mais depuis quelques jours, le service de renseignement australien suit à la trace un bataillon vietnamien qui voudrait reprendre la région, et aux dernières nouvelles, il serait positionné près de Long Tan. Dans la nuit du 17 août 1966, la base australienne essuie des tirs de mortier faisant 24 blessés et 1 mort. Smith, avec les accords des généraux, envoie plusieurs compagnies afin d'évaluer la position de l'ennemi, de trouver des stocks de munitions, d'où partaient les tirs et quel plan de retraite les Vietnamiens ont mis en place afin de les retrouver. Le lendemain, le jeudi 18 août 1966, 108 hommes dirigés par Smith sont envoyés dans la région de Long Tan qui se divisa en 3 sections, la 10, la 11 et la 12. Voilà maintenant plusieurs heures que Smith patrouille avec la section 12 dans la jungle dans la région de Long Tan. Aucun ennemi à l'horizon, pas un bruit. Uniquement les bruits de pas de ses hommes, le cliquetis des armes et le vent faisant bouger les branches dans les arbres. Le temps devient long, très long. Mais les soldats continuent d'avancer. Vers 13h, à la radio, Smith informa que des cratères de tirs de mortier ont été trouvés à 2 km de la base. La section continue d'avancer avant de trouver 300 mètres plus loin un embranchement. À gauche, une piste longe la plantation par le nord, et à droite, une piste pénètre directement dans la végétation. Vers 15h, la section 10 prit la direction du nord, tandis que la 11 et la 12 partit vers la végétation de la plantation. 40 minutes plus tard, la section 11 atteignit l'extrémité de la plantation, suivie de quelques mètres plus loin par Smith et la section 12. Toujours rien. Aucune détonation, le calme total. Il en est de même pour la section 10. L'ennemi semble comme avoir disparu. À 15h40, un premier contact a lieu avec 6 ou 8 combattants vietnamiens isolés qui sont abattus. Il est 16h04 et les 2 sections maintiennent leur position. À la radio, on leur demande d'avancer vers la clairière qu'ils observent depuis plusieurs minutes. Les 2 sections avancent, encore et encore. Les premières balles sont tirées, et les Australiens se retrouvent au dépourvu par des tirs croisés. Ils se rendent compte que cela fait un bon moment que les forces vietnamiennes les ont reconnus. À la radio, c'est la panique, plusieurs soldats sont tombés. Et Smith n'a d'autre choix que d'abandonner la section 11 à son triste sort, puisqu'il doit aussi protéger sa section. La section 10, isolée des 2 autres, se dirigea vers le sud afin de soutenir les 2 autres sections encerclées. Et comme si les choses n'étaient pas suffisamment catastrophiques, un violent orage éclate, empêchant les soldats de voir à plus de 50 mètres. Durant les combats de l'après-midi, les 3 sections ont reçu le soutien de l'artillerie américaine de Nui Dat. Harry demande à faire l'inventaire dans le noir le plus total et sous une pluie battante. Les chargeurs sont presque vides, il n'y a presque plus de grenades et les hommes sont épuisés. Et il en est de même pour les autres sections. Smith lance un appel à la base demandant à être ravitaillé. 2 hélicoptères d'école chargés de munitions et de nourriture pour venir en aide aux soldats. Au QG, il faut réfléchir à un moyen de les évacuer. Mais avec la météo et l'obscurité, aucune solution de repli n'est envisageable. Les tirs incessants des Vietnamiens maintiennent les hommes de Smith en alerte et créent une zone défensive. Les 2 hélicoptères passent au-dessus d'eux et les caisses de munitions et de nourriture sont larguées. Les hommes reprennent un peu d'espoir mais sans grand enthousiasme. Ayant vu les hélicoptères dans le ciel, la triste section 11, réduite à 12 hommes, trouva la section de Smith. Harry ordonna à la 10
de se diriger vers l'ouest afin de reformer le bataillon. L'orage a cessé et la bataille reprend. Harry et ses hommes, ainsi que les autres sections, continuent de riposter face aux attaques incessantes des Vietnamiens. Les pièces d'artillerie continuent de tirer en direction de Long Tan. Les Australiens sont épuisés. Le stock de munitions commence à manquer. De nombreux hommes tombent sous les balles. Le désespoir les prend de nouveau. Alors que la mort les attend, Harry riposte une dernière fois. Contre toute attente, le rugissement des mitrailleuses des chars australiens se fait entendre. Le QG vient d'envoyer une dizaine de chars à 17h45 remplis de soldats afin de faire évacuer les 3 sections et repousser l'ennemi. Face aux monstres de fer, les Vietnamiens n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Vendredi 19 août 1966. Les corps des morts et des blessés sont ramenés à la base. Chez les Australiens, on compte 18 décès, et chez les Vietnamiens, 245. Ce que je n'ai pas dit durant cette bataille. 108 soldats australiens ont fait face à plus de 2000 soldats vietnamiens. De nos jours, une croix est dressée à Long Tan pour se souvenir de ce combat. Et dernière information, la moyenne d'âge dans le bataillon australien était de 20 ans, et Harry Smith n'avait que 33 ans. Après la bataille de Long Tan, Harry et ses hommes reçurent la croix militaire pour leur vaillance dès 1967. Il reçut d'autres médailles pour ses états de service dans l'armée et quitta le Vietnam en 1973 à la fin du conflit. Il rentra en Australie avec le reste des soldats et fut placé à la tête du premier commando des forces spéciales australiennes. Il fut ensuite placé à la tête de l'école d'entraînement de parachutage. Et il quitta l'armée définitivement en 1976 après une blessure durant un exercice. Bien des années après, Harry Smith reçut en 2008, à l'âge de 75 ans, l'étoile de la galanterie, qui est une distinction encore plus importante que la croix militaire qu'il a reçue alors qu'il n'avait que 34 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vois que ce programme vous plaît de plus en plus, que je sens un certain engouement pour ce que propose Cinéhisto. Donc vraiment merci beaucoup, merci pour vos retours, pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook et sur Insta. Activez la cloche, surtout pour recevoir les nouvelles notifications de nouvelles vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ah oui, et dernière petite chose, on est bientôt 300 abonnés sur Cinéhisto. Alors je sais que ça fait petit par rapport à de nombreuses chaînes YouTube, mais pour nous c'est énorme en fait. Vous êtes plus de bientôt 300 personnes à suivre ce qu'on fait, ça c'est juste incroyable, donc je tenais vraiment à vous remercier. Toute l'équipe tient à vous remercier parce que ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer à poursuivre ce qu'on fait, de créer des vidéos, de faire des courts-métrages, donc voilà, donc merci beaucoup en tout cas. Quant à moi, je vous dis à bientôt.